Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça sera la première séance d'enseignement à distance et ça sera consacré à la comptabilité analytique. Et avant de continuer la suite, on va faire un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on s'est rencontrés, on a traité cette application de mise en situation, au niveau de laquelle on a vu que cette entreprise, mon bureau, fabrique deux types de produits, qui sont les armoires de rangement AR10 et les bureaux BR25. Au niveau de cette application, je vous ai donné le processus de fabrication de l'entreprise. On a dit que le service approvisionnement achète les matières premières, à savoir le bois, et l'achemine directement à l'atelier de production, c'est-à-dire sans stockage, où sont fabriqués les deux types de meubles. Le service distribution est chargé de livrer les meubles terminés aux clients en utilisant la fourgonnette de l'entreprise. C'est-à-dire cette entreprise dispose de trois services, respectivement sont le service d'approvisionnement, le service production, ça veut dire le service technique, et puis le service distribution où sont distribués les produits aux clients. Je vous ai donné aussi un extrait, ça ne représente plus un extrait, ça représente le compte de produits et de charges qui contient la totalité des charges et la totalité des produits réalisés par l'entreprise, et je vous ai demandé au niveau du premier travail à faire de déterminer le résultat. Donc le résultat, c'est simple. On a dit que le résultat se détermine par la différence entre les produits et les charges. Et lorsqu'on a fait la différence entre produits, voilà, totalité des produits et totalité des charges, on a trouvé un résultat négatif de 100 000. Et on a dit que l'entreprise a dégagé une perte de 100 000. Mais est-ce que ce résultat permet de donner ou de juger la rentabilité de chacun des produits fabriqués par l'entreprise? La réponse est négative, tout simplement parce que ce résultat dégagé à partir de CPC est un résultat général et global donnant une idée sur la rentabilité générale de l'entreprise et non plus sur la rentabilité de chacun des produits. Donc, est-ce que ce résultat est suffisant, le résultat dégagé à partir des données de la comptabilité générale ou à travers le CPC? Est-ce que c'est un résultat qui permet de savoir lequel des deux produits est le plus rentable? Donc, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser, il faut faire une autre analyse de ces charges, le décomposer ou les décomposer sur l'ensemble des produits fabriqués, les répartir plutôt sur l'ensemble des produits fabriqués pour savoir quelles sont les charges liées à chacun des produits afin qu'on puisse déterminer lequel des deux produits est le plus rentable. Et c'est ce que je vous ai donné au niveau de cette deuxième partie. Je vous ai réparti les charges sur les différents produits. L'achat de matières premières, les achats s'élèvent à 900 000. Alors les achats qui concernent les AR10 c'est 500 et les achats qui concernent les BR25 c'est 400. Au total c'est 900. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à une répartition des charges par produit. Les charges d'approvisionnement sont de 80 000, c'est-à-dire les charges qui sont dépensées pour acheter les matières premières sont de 80 000. Celles qui concernent les AR10 sont de 50 et celles qui concernent les BR25 sont de 30. Les charges de fabrication sont de 240. Celles qui concernent les AR10 sont de 140 et celles qui concernent les BR25 sont de 100. Et ainsi de suite. Je vous ai demandé au niveau de cette deuxième partie d'application de schématiser le processus de production. On a dit que la matière première achetée par le service approvisionnement est acheminée directement vers les ateliers de production où se réalise la production et la fabrication des deux armoires. À la sortie, la matière première se transforme en produit fini distribué par le service distribution. Calculer le coût d'achat des matières premières achetées, le coût d'achat. Qu'est-ce qu'on a fait pour calculer le coût d'achat? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la somme de quoi? Du prix d'achat des matières premières et des charges d'approvisionnement. Parce que qui est le service
responsable de l'achat des matières premières, c'est le service approvisionnement, et par voie de conséquence, les charges qui sont relatives à ce service doivent être considérées comme des charges relatives à l'achat. Et donc, ça font partie, les charges d'approvisionnement, ça font partie automatiquement du coût d'achat, parce que le coût d'achat, ça représente l'ensemble des charges engagées lors de l'achat des matières premières. Et qu'est-ce qu'on a engagé pour acheter les matières premières? On a engagé un prix d'achat qui est de 900 000, et puis on a engagé des charges relatives à l'achat. Les charges relatives à l'achat, telles que les salaires, telles que l'eau, l'électricité de ce service, telles que les frais de prospection, tels que les frais de passation des commandes, les frais de possession des stocks, etc. Donc c'est l'ensemble de frais relatifs à l'approvisionnement. Donc le coût d'achat représente quoi? Il sera calculé comment? C'est le prix d'achat, donc plus les charges d'approvisionnement. La formule qu'on a dégagée, on a écrit la formule au niveau de la suite du parti. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit encore? Que on vous a demandé de calculer le coût de production. Voilà, le coût de production relatif à chaque type de meuble, sachant que toutes les matières premières ont été utilisées. Donc, je vous ai demandé de calculer le coût de production relatif à chaque type de meuble. C'est-à-dire l'ensemble des charges engagées depuis l'achat des matières premières jusqu'à la production de chaque type de meuble. Jusqu'à maintenant, on a engagé un coût d'achat, on a dépensé un prix d'achat et des frais d'approvisionnement qui sont inclus, additionnés, sommés au niveau d'un coût d'achat. À ce coût d'achat, qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a ajouté encore? Qu'est-ce qu'on a dépensé encore? On a dépensé encore des charges de fabrication, telles que les salaires versés aux personnes travaillant dans l'atelier de production, telles que les fournitures utilisées, telles que l'eau, l'électricité de ce service, etc. Les charges relatives à l'amortissement des machines. Donc il y en a plusieurs charges qui peuvent être considérées comme des charges de fabrication. Ces charges de fabrication au niveau de cet exemple sont de 240 000. Et donc depuis le début jusqu'à l'étape de la production, qu'est-ce qu'on a engagé? On a engagé un coût d'achat, on a dépensé un coût d'achat et des charges de fabrication. Et donc automatiquement, pour calculer le coût de production, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le coût d'achat des matières premières plus les charges de fabrication. C'est la formule qu'on a développée. Voilà. La formule qu'on a écrite à ce niveau pour le coût d'achat, c'est le prix d'achat des matières premières achetées. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a ajouté pour calculer le prix d'achat? On a ajouté les charges d'approvisionnement. Parce que c'est ce service qui a pris comme tâche d'acheter les matières premières. Et puis, pour le coût de production, donc ça représente quoi? L'ensemble des charges liées à la fabrication des produits, depuis le début, depuis le départ, jusqu'à l'étape de la production. Donc, depuis le début, qu'est-ce qu'on a engagé? On a engagé un coût d'achat pour acheter les matières premières. On a engagé un prix, mais aussi on a dépensé des charges relatives à l'approvisionnement. Donc, au total, on a dépensé, jusqu'à l'instant, on a dépensé un coût d'achat. Coût d'achat des matières premières, plus quoi? Qu'est-ce qu'on a engagé jusqu'à l'étape de production? On a engagé des charges de fabrication. Mais pour calculer le coût de production, on doit le calculer pour chacun des produits fabriqués. Donc, on doit calculer deux coûts de production à ce niveau. Un coût de production pour les AR10 et un coût de production pour les BR25. Le coût de production des AR10, donc, ce sera calculé comment? C'est le coût d'achat des matières premières, utilisées dans la fabrication des AR10, plus les charges de fabrication des AR10.
Et donc, pour calculer le coût de production des armoires à air 10, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le coût d'achat des matières premières utilisées dans la fabrication des armoires à air 10, et c'est le prix d'achat des matières premières utilisées dans la fabrication de ce produit, plus les charges d'approvisionnement qui sont relatives. Et donc, ça donne quoi? Ça donne un coût d'achat des matières premières de combien? De 550 000. Et puis, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter les charges de fabrication, c'est-à-dire les charges de l'atelier production, les salaires, l'eau, l'électricité, l'amortissement, etc., qui sont relatives à ce produit, dépensés pour fabriquer ce produit, et qui sont de 140 000. Donc, on va ajouter les 140 000. Donc, ça donne combien? On a trouvé un coût de production de combien? De 690 000. 690 000 dirhams. Donc, le coût de production. La même chose sera faite, voilà, a été faite pour le coût de production des bureaux BR25. On a fait le coût d'achat des matières premières utilisées dans la fabrication des bureaux BR25, plus les charges de fabrication relatives à ce produit. Et donc, au total, on a trouvé un coût de production de 530 000. Donc, le coût de production des BR25, c'est combien? C'est 430 000. 430 000 plus 100 000, qui représente les charges de fabrication. Et donc, ça donne combien? Ça donne combien? 530 000. En ce qui concerne le coût de revient, le troisième coût, donc jusqu'à maintenant on a calculé le coût d'achat, le coût de revient, le coût de production et le coût de revient des produits vendus. Le coût de revient des produits vendus, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des charges engagées depuis le début, depuis l'achat jusqu'à la distribution des produits. Sachant que le coût de revient n'est calculé que pour les produits vendus. C'est-à-dire que je ne peux plus calculer un coût de revient pour un produit stocké. Donc pour les produits stockés, je ne peux calculer que le coût de production. Mais pour les produits qui sont vendus, je peux calculer le coût de revient. Donc le coût de revient englobe l'ensemble des charges depuis le début jusqu'à la distribution auprès du client. L'ensemble des charges jusqu'à la production sont incluses au niveau du coût de production. Donc, le coût de revient, c'est le coût de production plus les charges de distribution. Donc, coût de production. Et j'ajoute des produits vendus plus les charges de distribution. Donc, pour calculer le coût de revient, on a vendu les AR10 et on a vendu les BR25. Donc, pour calculer le coût de revient, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le coût, on va additionner le coût de production. Voilà le coût de production, c'est-à-dire l'ensemble des charges depuis l'achat jusqu'à la production. Voilà, c'est le coût de production. Plus quoi? Plus les charges de distribution qui sont de 110 000. Ça donne combien? Ça donne 800 000. C'est le coût de revient, c'est-à-dire l'ensemble des charges engagées depuis l'achat jusqu'à la distribution des AR10 vendus. En ce qui concerne le coût de revient des bureaux BR25, on doit faire la somme du coût de production des produits finis BR25 vendus, et le coût de production englobe les charges depuis l'étape de l'achat jusqu'à la fabrication, c'est 530 000. Donc 530 000, ça représente le coût
de production des produits vendus, plus les charges de distribution qui sont de combien? Qui sont de 70 000. Donc au total, le coût de revient des BR25 vendus, c'est 600 000. Pour trouver le résultat par produit, la rentabilité de chaque produit, on doit faire la différence entre le flux monétaire généré par ce produit, par la vente de ce produit, et le coût de revient. Donc automatiquement, pour trouver le résultat relatif à chaque produit, on va faire la différence entre quoi et quoi. Le flux monétaire généré par chacun des produits, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le flux. C'est le flux monétaire généré par ce produit, par le produit de façon générale, duquel on doit retrancher l'ensemble des charges de ces produits qui sont vendus depuis l'achat jusqu'à la distribution. Et donc ça, on doit retrancher le coût de revient. C'est déjà expliqué. Le chiffre d'affaires relatif aux armoires BR aux armoires AR10, c'est 600 000, c'est le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Voilà, ce sont les ventes des meubles AR10, 600 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 600 000. Chiffre d'affaires, ça veut dire le flux monétaire généré, moins quoi? Moins le coût de revient. Le coût de revient des AR10, c'est 800 000. Donc au total, le résultat généré par les AR10 est négatif de 200 000. C'est-à-dire l'entreprise au niveau de cette activité de fabrication des armoires AR10 dégage une perte de 200 000. Calculons maintenant le résultat analytique des bureaux BR25 de la même manière. Ça sera calculé de la façon suivante. C'est le chiffre d'affaires, bien sûr, le flux monétaire généré par la vente des bureaux BR25. Et ça donne combien? 700 000, c'est le chiffre d'affaires. On va appliquer la formule. C'est 700 000 moins le coût de revient, moins l'ensemble des charges supportées par l'entreprise depuis l'achat jusqu'à la vente. Et ça donne combien? Ça donne, je pense, le coût de revient relatif, c'est 600 000. C'est 600 000. Donc on va retrancher 600 000. Et donc ça donne combien? 100 milliards. Donc c'est le résultat analytique dégagé au niveau de cette activité positive de 100 000. Si on additionne les deux résultats, on trouve le résultat général. Si on additionne ce résultat plus ce résultat, on va trouver moins 100 000. Ce sera le résultat général. Donc, à partir de là, on peut dire que la somme des résultats analytiques égale le résultat général, le résultat de l'exercice. La somme des résultats analytiques égale quoi? Le résultat net de l'exercice. Et donc, on comprend maintenant cette perte générale de 100 000. Il vient surtout et principalement de la fabrication des armoires AR10.
Alors que la fabrication des bureaux BR25 est profitable parce qu'elle arrive à dégager pour l'entreprise un profit de 100 000. Donc la perte provient de la fabrication des AR10. Donc le calcul des résultats analytiques, en calculant un coût d'achat, un coût de production, un coût de revient, permet à l'entreprise de savoir lequel des deux produits est le plus rentable. Donc les données, les résultats ne peuvent plus être calculés par la comptabilité générale parce que, comme son nom l'indique, est une comptabilité générale qui donne une idée sur la rentabilité générale de l'entreprise. Alors, si on veut connaître la rentabilité de chaque produit, les coûts supportés dans la fabrication de chaque produit, on doit faire une comptabilité analytique et c'est son rôle et son intérêt. Conseil pour cette entreprise, vous m'avez dit que cette entreprise doit peut-être retirer ce produit du marché, ne plus le refabriquer, arrêter la fabrication de ces armoires à air vis parce que leur fabrication génère pour l'entreprise une perte de 200 000. Vous m'avez dit que l'entreprise s'il veut continuer la fabrication des armoires à air vis, il doit faire un effort d'optimisation des coûts. Donc, essayer de réduire le coût de revient le maximum possible, réduire les charges d'approvisionnement, les charges de fabrication ou faire une optimisation quelconque afin de réduire ce coût de revient. Et on peut encore faire une augmentation du prix de vente afin que on puisse réduire le résultat négatif. Donc vous m'avez donné la séance précédente 3 solutions. L'optimisation des coûts, ça veut dire la minimisation des coûts, l'augmentation du prix de vente ou la décision la plus simple consiste à retirer le produit du marché et à arrêter la fabrication. Et donc, à partir de cet exemple, on a dégagé le rôle de la comptabilité analytique et on a dit que la comptabilité analytique permet à la fois de juger la rentabilité, la comptabilité analytique permet à l'entreprise de juger la rentabilité des produits, la rentabilité et la profitabilité des produits fabriqués. Il permet à l'entreprise de déterminer et d'analyser les différents coûts de production supportés et en dernier lieu, on a dit que la comptabilité analytique nous a permis d'aider à la décision. On a dit que l'entreprise peut soit optimiser les coûts, augmenter le prix de vente ou retirer le produit du marché. Et donc la comptabilité analytique nous permet de prendre des décisions qui sont pertinentes et efficaces. Et donc la comptabilité analytique aide à la prise de décision. Il aide à la prise de décision. Et puis on a passé à l'autre point, c'est le point qui concerne la comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, au niveau duquel on a dit que la comptabilité générale est obligatoire, alors que la comptabilité analytique est facultative. La comptabilité analytique, en ce qui concerne le critère de périodicité, est semestriel ou trimestriel, alors que la comptabilité générale est annuelle. Le cadre de la comptabilité générale est rigide parce qu'il obéit à un plan comptable, à un certain nombre de principes, de normes, etc. Alors que le cadre de la comptabilité analytique est souple parce qu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune façon de présenter. C'est seulement chaque entreprise peut la faire de la manière qui lui convient.
Et puis, on a dit qu'il y a une différence aussi au niveau du classement des charges. Les charges, la comptabilité générale classe les charges selon leur nature, alors que la comptabilité analytique classe les charges selon leur fonction, c'est-à-dire s'ils sont relatives à l'approvisionnement, s'ils sont relatives à la production, s'ils sont relatives à la distribution. Les utilisateurs, tout le monde utilise la comptabilité générale, alors que la comptabilité générale ne concerne que les dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire elle est utilisée de façon interne. L'horizon de la comptabilité générale utilise les données qui sont passées, alors que la comptabilité analytique traite des données qui sont présentes ou à venir, c'est-à-dire se base sur les données qui sont présentes. Et on s'est arrêté au niveau de ce point, au niveau duquel on a voulu passer des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique d'exploitation. On a expliqué que la comptabilité générale prend en considération des charges, qui sont non reconnues par la comptabilité analytique. Autrement dit, la comptabilité générale permet d'enregistrer des charges qui ne concerne pas la comptabilité analytique, et la comptabilité analytique ne peut les classer dans aucun coût. C'est-à-dire il ne peut donner aucune fonction à un certain nombre de charges qui sont considérées ou reconnues par la comptabilité générale. Alors ces charges, par exemple, on peut prendre l'exemple des charges non courantes, telles que par exemple les pénalités. Les pénalités et les amendes qui sont payées. La comptabilité générale les considère comme des charges non courantes, alors que la comptabilité analytique ne peut classer la pénalité ou l'amende dans aucun coût, c'est-à-dire il ne peut donner aucune fonction à ces charges de pénalité. Ils ne sont plus supportés pour acheter, ils ne sont plus supportés pour produire, ils ne sont plus supportés pour distribuer, donc ils n'ont aucune fonction. C'est pour cette raison la comptabilité analytique ne les reconnaît pas. Ces charges qui sont reconnues par la comptabilité générale et non reconnues par la comptabilité analytique sont dites des charges non incorporables. Lisons la définition. Les charges non incorporables correspondent à l'ensemble des charges enregistrées par la comptabilité générale et qui n'ont aucune relation avec l'exploitation normale de l'entreprise. Ces charges sont dites des charges non incorporables. Exemple, on peut prendre l'exemple des charges non courantes. Les charges non courantes, par exemple les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur. On se rappelle déjà que les immobilisations en non-valeur ne représentent que des charges qui concernent plusieurs exercices. Ça veut dire on a pris la décision de les immobiliser seulement pour les répartir sur plusieurs exercices. Donc leur dotation ne représente plus la dotation d'une immobilisation qui a été utilisée. Donc c'est une dotation qui n'a pas de fonction, si vous voulez. Donc c'est aussi une dotation qui représente une dotation aux amortissements, qui représente aussi une charge non incorporable. Et je vous ai déjà demandé de chercher la liste exhaustive des charges non incorporables et des autres charges supplétives. Voilà, il y en a aussi les charges supplétives, et donc ce sont les charges qui sont par contre non reconnues par la comptabilité analytique, par la comptabilité générale, c'est-à-dire la comptabilité générale ne les comptabilise pas, ne les reconnaît pas, mais ils sont reconnus et pris en considération par la comptabilité analytique. Quelles sont ces charges et comment on les appelle? On les appelle les charges supplétives. Donc ce sont des charges enregistrées par la comptabilité générale et saisies, non enregistrées par la comptabilité générale et saisies par la comptabilité analytique. Exemple, la rémunération de l'exploitant, ce n'est pas salarié. La rémunération de l'exploitant, du gérant, s'il n'est pas
salarié. Ça veut dire s'il ne perçoit pas un salaire. Ce n'est pas un salarié. La rémunération de l'exploitant, s'il n'est pas un salarié. Donc, puisque l'exploitant n'est pas un salarié, donc il ne reçoit pas un salaire. Et s'il ne reçoit pas un salaire, donc il n'y a son salaire qui non reçu par lui, il ne sera plus, par voie de conséquence, comptabilisé dans la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale ne va plus comptabiliser un flux non donné, un flux monétaire non distribué ou non affectable. Donc, puisqu'il n'y a pas de rémunération, puisque ce gérant n'est pas salarié, il effectue sa gestion sans recevoir de salaire. Donc, la comptabilité générale ne va plus comptabiliser ce salaire qui est non versé. Mais la comptabilité analytique, il le prend en considération, il fait une estimation de ce salaire qui doit être normalement versé à cet exploitant et le prend en considération comme une charge. Parce que ce sont des charges liées à la fabrication. Il y a aussi il y a un autre exemple des charges qui sont supplitives, sont les charges relatives à la rémunération des capitaux. Donc, au niveau de la comptabilité générale, si les capitaux propres représentent les sommes qui sont apportées par les associés, l'entreprise ne verse pas des intérêts automatiquement sur ces capitaux propres apportés par les propriétaires. Et donc, puisque les capitaux propres sont les sommes apportées par les propriétaires, ces capitaux ne sont pas rémunérés par intérêt. Et donc, par voie de conséquence, il n'y a plus d'intérêts qui sont comptabilisés dans la comptabilité générale. Mais la comptabilité analytique, il considère que ces capitaux, comme des emprunts, il stipule qu'ils doivent être rémunérés normalement par intérêt. Et donc, ça représente une charge qui manque. Donc, la rémunération des intérêts des capitaux propres par intérêt représente une charge qui est non comptabilisée par la comptabilité générale et que la comptabilité analytique la prend en considération. Donc, rémunération des capitaux propres. Rémunération des capitaux propres. Et donc, pour passer des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité générale, notre point de départ, ça sera les charges de la comptabilité générale. Desquelles on va retrancher les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges qui sont reconnues par la comptabilité générale et non reconnues par la comptabilité analytique, parce que le point de passage, vous voyez, passer des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique. Les charges de la comptabilité générale contiennent des charges qui sont non reconnues par la comptabilité analytique, et donc on doit les enlever, les déduire. Ce sont les charges non incorporables. Donc on doit retrancher les charges non incorporables. Et on doit ajouter les charges qui sont supplitives. Les charges supplitives, c'est-à-dire les charges qui sont non reconnues par la comptabilité générale est reconnue par la comptabilité analytique d'exploitation. Donc la formule, il y a les charges de la comptabilité analytique, ce sont les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges que la comptabilité analytique ne les reconnaît pas, plus les charges qui sont supplitives, c'est-à-dire les charges qui sont reconnues par la comptabilité analytique et non reconnues par la comptabilité générale. Réalisons un exemple. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Pour le mois de décembre, une entreprise industrielle vous fournit les renseignements suivants. Total des charges de la comptabilité générale 506 000, dont 20 000 de dotation de frais préliminaires, c'est-à-dire dont 20 000 dirhams relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur et 2 700 de dotations aux provisions pour litige. Les capitaux propres s'élèvent à 400 000 et doivent être rémunérés au taux annuel de 12%. La rémunération annuelle de l'exploitant est évaluée à 288 000. Les charges indirectes représentent 75%. On va voir ces données après.
Donc, pour passer des charges de la comptabilité analytique aux charges de la comptabilité générale, on doit faire les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc 20 000 dirhams représente une dotation aux amortissements des frais préliminaires et les dotations relatives aux frais préliminaires ou les dotations aux amortissements relatifs aux immobilisations non-valeur représentent une charge non incorporable que la comptabilité analytique ne la prend pas en considération. Aussi, les dotations aux provisions pour litiges et pour risques et charges de façon générale, aussi ce sont des dotations qui ne sont plus prises en considération, donc on doit les considérer aussi comme des charges non incorporables. Les capitaux propres s'élèvent à 400 000. La comptabilité générale n'enregistre pas les intérêts relatifs à ces capitaux puisqu'il n'y a pas de versement d'intérêt, mais la comptabilité analytique prend en compte la rémunération de ces capitaux au taux de 12%. Au taux de 12%. La rémunération annuelle de l'exploitant est évaluée à 280 000. Donc la rémunération des capitaux propres au taux de 12% plus la rémunération de l'exploitant qui est évaluée à 288 000 représente quoi? Représente les charges supplétives. Alors que la dotation d'amortissement relative aux immobilisations en non-valeur représente une charge non incorporable et aussi les dotations relatives aux provisions pour risques et charges. Et donc, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra calculer les charges de la comptabilité générale. Pour calculer les charges de la comptabilité générale, on doit partir premièrement des charges de la Pour calculer les charges de la comptabilité analytique, on doit partir premièrement des charges de la comptabilité générale qui sont de 506 000. On doit retrancher les charges non incorporables. Et les charges non incorporables dans ce cas sont les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur représentées par les dotations des frais préliminaires. Et aussi, on considère aussi comme charge non incorporable les dotations relatives aux risques et charges. Les dotations aux provisions relatives aux risques et charges. Et ces dotations pour risques et charges sont de 2700. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les charges de la comptabilité générale qui sont de 500 000 et puis on a retranché. Qu'est-ce qu'on a retranché? Les charges qui sont reconnues par la comptabilité générale et non reconnues par la comptabilité analytique, qui sont à la fois les dotations aux amortissements des immobilisations non-valeur et les dotations aux provisions pour risques et charges. Aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter les charges supplétives. Et les charges supplétives, on a dit qu'ils sont au nombre de deux. C'est la rémunération des capitaux propres et la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant s'il n'est pas salarié. Au niveau de cet exercice, la rémunération des capitaux propres s'effectue au taux de 12%, sachant que l'entreprise réalise une comptabilité analytique pour le mois de décembre. Donc la rémunération des capitaux propres relative au mois de décembre, parce qu'on ne doit calculer la rémunération des capitaux propres que pour le mois de décembre. Parce qu'on a déjà dit que la comptabilité analytique est une comptabilité qui est soit mensuelle, soit trimestrielle. Donc on doit calculer les charges relatives au mois de décembre. Au niveau de cet exercice, les capitaux propres doivent être rémunérés au taux annuel de 12%. Ça veut dire, si on multiplie par 12 sur 100, on va trouver les intérêts relatifs à une année. La rémunération des capitaux propres par intérêt annuel. Mais pour calculer la rémunération des capitaux propres relative seulement à ce mois de décembre pour lequel on fait la comptabilité analytique, on doit prendre le capital qui est normalement de 400 000 et ce capital sera multiplié par le taux, 12%,
Et puis, il sera multiplié par combien? Par 1 sur 12. C'est pour calculer l'intérêt relatif, l'intérêt ou la rémunération des capitaux propres relative au mois de décembre. Parce que cette rémunération des capitaux propres n'est pas prise en considération dans la comptabilité générale. C'est bon? Mais au niveau de la comptabilité analytique, on doit prendre en compte la rémunération des capitaux même s'ils sont propres. La rémunération des capitaux se fait par intérêt. L'intérêt dans ce cas, il est calculé au taux annuel de 12%. Donc si on multiplie par 12 sur 100, on va trouver l'intérêt relatif aux capitaux propres, mais les intérêts relatifs à une année. Là, on réalise la comptabilité analytique seulement pour le mois de décembre. Donc on devra déterminer la rémunération des capitaux propres seulement pour le mois de décembre. Pour cela, on va multiplier le montant du capital propre par le taux d'intérêt annuel et puis par 1 sur 12. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter la rémunération de l'exploitant. La rémunération annuelle de l'exploitant, il est de combien? De 288 000 dirhams. Ça veut dire on a estimé que cet exploitant qui n'est pas salarié, qui ne reçoit pas un salaire, on a estimé que son salaire va être annuellement de 288 000 dirhams. La comptabilité générale n'enregistre pas ce montant parce qu'il n'est pas donné, il n'est pas versé à cet exploitant. Il réalise son travail gratuitement, sans recevoir de salaire. Mais la comptabilité analytique estime un salaire pour cet exploitant qui ne reçoit pas de salaire et le prend en considération parmi ses charges. Lorsqu'on a fait une estimation de la rémunération qui normalement devrait être attribuée à cette exploitation, on a trouvé que sa rémunération annuelle devra être de 288 000, la rémunération annuelle. Mais pour trouver la charge ou le salaire de l'exploitant pour le mois de décembre, on devra diviser les 288 000 dirhams par 12. Et puis, on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Charge de la comptabilité générale, moins les charges qui sont non incorporables, c'est-à-dire les charges qui sont reconnues par la comptabilité générale et non reconnues par la comptabilité analytique, qui sont ces charges. On a dit que ce sont les charges non courantes, les dotations d'amortissement des immobilisations en non-valeur. Et maintenant, au niveau de cet exercice, on a ajouté aussi les dotations aux provisions pour risques et charges. Aussi, ils sont considérés comme des charges qui sont non incorporables par la comptabilité analytique. La comptabilité analytique ne les reconnaît pas. Donc, au total, la comptabilité analytique ne reconnaît plus quoi d'autre? Ne reconnaît plus les charges non courantes, ne reconnaît plus les dotations aux amortissements des immobilisations non valeur, ne reconnaît plus les dotations aux provisions pour risques et charges. Mais il prend en considération un certain nombre de charges qui sont non considérées, non prises en considération par la comptabilité analytique, qui sont les charges supplétives. Ils sont dans le nombre de la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant s'il n'est pas salarié. La rémunération des capitaux propres se fait par intérêt, donc on va estimer l'intérêt relatif aux capitaux propres pour la période d'élaboration de la comptabilité analytique. Au niveau de cet exercice, on établit la comptabilité analytique pour le mois de décembre, c'est-à-dire pour un mois, c'est-à-dire on devra prendre en considération la rémunération des capitaux propres pour le mois de décembre et aussi la rémunération de l'exploitant pour le mois de décembre. Donc, on va trouver combien? Voilà. On va faire le calcul. Voilà. 400 000 multiplié par 12% divisé par 12, ça donne combien? 4000. Ça donne 4000 plus
288 000 par 12. Vingt-quatre mille. Donc 506 000 moins 20 000. 106 moins 22 700 plus 28 000. Ça donne 511 300. Ça représente les charges de la comptabilité. Les charges de la comptabilité analytique. Une autre notion à prendre en considération, c'est la notion de différence d'incorporation. Donc, 506 000, c'est les charges de la comptabilité générale et 511 300, ça représente les charges de la comptabilité analytique. Donc, il y a une certaine différence entre les charges de la comptabilité générale et les charges de la comptabilité analytique. Donc, la différence entre les charges de la comptabilité générale et les charges de la comptabilité analytique représente les différences d'incorporation. Représente une différence d'incorporation. Donc, la notion suivante à prendre en considération, elle est représentée par quoi? Par différence d'incorporation. Les différences d'incorporation égale à quoi? La différence entre les charges de la comptabilité générale moins les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, au niveau de cet exemple, les différences d'incorporation sont de 506 000 moins 511 300. Donc, il y en a une différence d'incorporation de combien? De moins 5300. Ça représente une différence d'incorporation. Maintenant, l'exemple. Donc, récapitulons. Les charges, pour calculer les charges ou pour passer des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique, il faut retrancher les charges qui sont non incorporables et ajouter les charges supplétives. Les charges non incorporables sont les charges qui sont reconnues par la comptabilité générale et non reconnues par la comptabilité analytique, telles que les charges non courantes, telles que les dotations d'amortissement des immobilisations non-valeurs, telles que les dotations aux provisions pour risques et charges. Et on doit ajouter des charges qui sont supplétives. Ces charges supplétives, ce sont des charges qui sont non reconnues par la comptabilité générale et reconnues par la comptabilité analytique d'exploitation, qui sont la rémunération des capitaux propres par intérêt, la rémunération de l'exploitant s'il n'est pas salarié. C'est-à-dire on doit prendre en considération des intérêts relatifs aux capitaux propres. Donc on considère que les capitaux propres sont des sommes empruntées, donc on doit les rémunérer et on doit prendre en considération le salaire de l'exploitant s'il n'est pas salarié. Donc retrancher les charges non incorporables et ajouter les charges supplétives, on trouve les charges de la comptabilité analytique. Voilà, on a déjà des termes. Donc on peut ajouter au niveau de ce troisième point les dotations
les dotations aux provisions pour risque et charges. Les charges supplétives, voilà, sont la rémunération de l'exploitant s'il n'est pas salarié, la rémunération des capitaux propres. Maintenant, on va faire, si la comptabilité générale classe les charges selon leur nature, en charge d'exploitation, charge financière, charge non courante, la comptabilité analytique permet de classer les charges en charge directe et en charge indirecte. Dans quel cas on parle de charge directe et dans quel cas on parle de charge indirecte. Les charges indirectes, on dit qu'une charge de la comptabilité analytique est directe lorsqu'il concerne un seul coût. Une charge est dite directe lorsqu'elle concerne un seul coût ou une seule commande et que son affectation au calcul du coût se fait sans traitement intermédiaire. C'est-à-dire lorsqu'on connaît déjà qu'une charge peut être affectée directement à un coût. Par exemple, le prix d'achat des matières premières. Le prix d'achat des matières premières, c'est une charge. Et je connais dès le départ que le prix d'achat des matières premières représente un élément du coût d'achat. Donc, le prix d'achat, les achats consommés de matières et fournitures ou les achats revendus de marchandises représentent une charge directe parce qu'ils sont directement affectés au coût d'achat sans traitement intermédiaire. Par contre, le loyer payé pour le local dans lequel on exerce notre activité, il est payé pour produire à la fois le produit 1 et le produit 2 et le produit 3. Donc, est-ce qu'on peut dire que le loyer représente une charge relative au produit 1 ou au produit 2? Est-ce qu'on peut dire que le loyer représente une charge relative à l'approvisionnement ou une charge relative à la distribution, une charge relative à la production? On ne peut pas savoir. Parce que dans le même local, on effectue à la fois la production du produit 1, 2 et 3 et on réalise les tâches relatives à l'approvisionnement, les tâches relatives à la production et les tâches relatives à la distribution. Donc, le loyer ne représente plus une charge directe parce qu'il ne peut être affecté directement à aucun coût. Il ne concerne aucun élément directement. Je ne peux ni le considérer comme un élément du coût d'achat, comme charge d'approvisionnement, parce que le local au niveau duquel j'exerce mon activité, elle est affectée à la fois, elle est réservée à la fois pour faire les approvisionnements, pour faire par exemple la production et la distribution, donc il ne peut être affecté à aucun coût. En aucun coût, il ne concerne de façon directe aucun produit. Donc je ne peux pas dire que le loyer va être considéré comme charge de fabrication pour le produit 1 ou 2, parce que le loyer il est payé pour louer un local. Et au niveau de ce local, on produit à la fois le produit 1, 2 et 3 et 4. Donc le loyer il est payé pour fabriquer l'ensemble. Ça représente une charge de fabrication pour l'ensemble des produits. Le loyer ne peut être considéré comme une charge directe. Je ne peux plus l'affecter à aucun coût directement. Il ne concerne aucun produit, aucune activité de manière directe. Donc ce loyer nécessite un traitement. Donc je dois faire un traitement intermédiaire avant son affectation ou là avant de le considérer comme une charge d'approvision, une charge de production, une charge de distribuer. Donc je dois faire un calcul intermédiaire. Donc, je pense qu'on a compris la notion. Donc, les charges directes, ce sont des charges qui sont affectées directement au produit ou au coût. C'est bon. Alors que les charges qui sont indirectes, ce sont des charges qui nécessitent un traitement intermédiaire avant leur affectation. Exemple de charges directes qui sont affectables directement au coût sans calcul intermédiaire, sans traitement intermédiaire. On peut considérer les charges relatives aux marchandises et aussi les charges relatives aux matières premières consommées et aussi les charges relatives à la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire au salaire, à la main d'œuvre directe. Aussi une charge directe qui peut être
affecter directement au coût. En ce qui concerne les charges indirectes, c'est-à-dire les charges qui nécessitent un traitement et qui ne peuvent être affectées directement à aucun coût, à aucun produit, on peut considérer les charges de loyer, les charges d'amortissement, les charges d'assurance, il y en a plusieurs types, etc. Revenons à l'application. On vous a dit au niveau de l'exemple que les charges indirectes représentent 75%. Donc pour calculer les charges qui sont indirectes, donc on va prendre les charges de la comptabilité analytique, 511 300, voilà, et les multiplier par 75%. Alors les charges qui sont directes, ça représente les charges de la comptabilité analytique multipliées par 25%. Ça donne normalement 511 300 multiplié par 0,25, donc 127 825, 127 825, alors 511 300 multiplié par 0,75%, ça donne combien? Ça donne 383 475. 383 475. Donc ce sont les charges indirectes, alors que les charges directes représentent 127 825. Donc récapitulons, qu'est-ce qu'on a vu au niveau de ce chapitre, au niveau de cette introduction depuis le début jusqu'à maintenant. On a vu que la comptabilité analytique permet de juger la profitabilité des produits et des services fabriqués par l'entreprise, car la comptabilité générale ne donne une idée que sur la rentabilité générale. La comptabilité analytique permet de calculer, de déterminer, d'analyser les différents coûts, coûts d'achat, coûts de revient, coûts de production, résultats analytiques par produit. Et la comptabilité analytique permet d'aider à la prise de la décision. Quelle est la formule générale de calcul d'un coût d'achat? Le coût d'achat est calculé premièrement pour les matières premières qui sont achetées, et pour le calculer, on doit faire la somme du prix d'achat de ces matières plus les charges d'approvisionnement. Le deuxième coût calculé à travers la comptabilité analytique, c'est le coût de production. Ça représente l'ensemble des charges depuis le début, depuis l'achat des matières premières jusqu'à la fabrication. Donc c'est le coût d'achat plus les charges de fabrication. Et le coût de revient des produits finis vendus, c'est-à-dire on ne calcule le coût de revient que pour les produits qui sont vendus. Donc ça englobe l'ensemble des charges depuis l'achat des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis auprès des clients. Donc ça représente le coût de production des produits finis vendus plus les charges de distribution. Le résultat analytique se calcule par la différence entre le flux monétaire généré par la vente de ce produit et le coût de revient. Donc c'est le chiffre d'affaires moins coût de revient relatif à chaque produit. On calcule le résultat analytique par produit. Les charges de la comptabilité analytique se calculent en se basant sur les charges de la comptabilité générale. Les charges de la comptabilité analytique égale les charges de la comptabilité générale moins les charges qui sont non incorporables, c'est-à-dire les charges qui sont non reconnues par la comptabilité analytique,
qui sont les charges non courantes, les dotations aux immobilisations non valeur et les dotations aux provisions pour risques et charges. Et on ajoute les charges supplétives, c'est-à-dire les charges qui sont non reconnues, non comptabilisées par la comptabilité générale, mais qui doivent être prises en considération par la comptabilité analytique, qui sont la rémunération des capitaux propres par intérêt, la rémunération de l'exploitant s'il n'est pas salarié. Donc, charge de la comptabilité générale, c'est charge de comptabilité analytique, c'est charge de la comptabilité générale, moins charge non incorporable, plus charge supplétive. Les charges de la comptabilité analytique se divisent en deux, en charges directes et charges indirectes. Les charges directes, ce sont les charges qui peuvent être affectées directement au coût ou qui concernent tout simplement directement un produit. Par exemple, les matières premières concernent directement, on connaît dès le départ que les matières premières qui sont consommées concernent directement le coût d'achat. Donc, l'achat de matières premières est une charge directe parce qu'il est affectable directement à un coût ou à un produit, alors qu'une charge indirecte est une charge qui concerne l'ensemble des produits à la fois, ou c'est une charge qui concerne l'ensemble des coûts à la fois. Par exemple, le loyer. Le loyer est payé à la fois pour exercer l'approvisionnement, la production et la distribution, donc ça concerne l'ensemble des produits, ou ça concerne l'ensemble des coûts, et par voie de conséquence, le loyer, l'assurance, elle est payée à la fois pour assurer l'ensemble des locaux, à la fois les locaux au niveau desquels qui sont exercés l'approvisionnement, les locaux au sein desquels ils sont exercés où est exercée la production. Donc l'assurance elle est payée pour exercer la totalité de l'activité, ça concerne l'ensemble des coûts, ça concerne l'ensemble des produits. Et donc que ce soit loyer ou assurance ou autre charge, ou les dotations aux amortissements. Par exemple, l'amortissement représente la partie utilisée d'une machine qui est normalement destinée à fabriquer plusieurs produits. Et par voie de conséquence, ces charges, ils ne peuvent être affectés directement à un coût ou à un produit. Ils nécessitent tout d'abord un traitement intermédiaire avant leur affectation. Donc les charges directes sont les charges qui sont affectables directement au coût, au produit, alors que les charges indirectes, ce sont les charges qui concernent l'ensemble des produits et qui nécessitent un traitement intermédiaire avant leur affectation. Donc jusqu'à maintenant, on a terminé le premier chapitre. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vais vous informer plus tard pour commencer le traitement des charges indirectes, parce que ces charges qui sont indirectes, qui nécessitent un traitement, donc il y a une méthode de les traiter. Donc on va voir dans le deuxième chapitre la méthode de traitement des charges indirectes. Comment va-t-on les traiter? Et ce sera l'objet du deuxième chapitre. Donc à très bientôt.